C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Donc cofondateur de Slate et ancien directeur du Monde. Mélenchon-Zemmour, les deux hommes débattent sur une chaîne d'infos. Pourquoi le patron de la France Insoumise se prête-t-il au jeu? Plaisir d'une joute oratoire ou relancer sa médiatisation? Emmanuel Macron, lui, délie les cordons de la bourse avec le budget 2022, un budget sous l'empire du quoi qu'il en coûte. Le président est soupçonné de faire campagne avec l'argent public. Les Verts, second tour de la primaire, le Réalo, Yannick Jadot contre la radicale Sandrine Rousseau, deux visions différentes de l'écologie. On en parle avec nos invités, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Bonsoir David. Bonsoir Roselyne. Et Gérard Leclerc, éditorialiste politique. Bonsoir. Et merci d'être là. Et en fin d'émission, nous rejoindrons Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Alors le débat qui fait débat, deux crocodiles dans le même marigot, Mélenchon et Zemmour pour s'affronter. Écoutez la réaction de Yannick Jadot, candidat à la primaire des écologistes. Vous savez, en langage un peu de communication, on appelle ça gratter le buzz. C'est-à-dire qu'en fait, il voit une bulle médiatique avec Zemmour, il se dit peut-être que ça va m'aspirer un peu dans ma campagne. Je pense que c'est une faute politique. Ça ne va absolument pas concerner les Françaises et les Français. Et je pense que c'est donner du crédit aux thèses d'Éric Zemmour qui sont franchement détestables. Voilà, donc ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a eu quelques réactions aujourd'hui. Qu'est-ce que Zemmour, non pas Zemmour, mais Mélenchon vient faire dans cette galère en fait? Ou pas galère d'ailleurs? Il vient, comme le disait Yannick Jadot, faire le buzz et prendre le train en marche, parce qu'il y a un train qui est lancé à toute vitesse, qui est celui Zemmour, le train d'Éric Zemmour. Et donc Jean-Luc Mélenchon, qui essaie de se remettre dans une position enviable qu'il a perdue manifestement par rapport à la précédente présidentielle, essaye évidemment d'en tirer parti. Il y a un précédent à cela, c'était Jean-Marie Le Pen contre Bernard Tapie, parce que Bernard Tapie aussi avait choisi d'affronter Jean-Marie Le Pen, alors qu'en règle générale, on considérait qu'il ne fallait pas valoriser Jean-Marie Le Pen en étant son interlocuteur, etc. Je crois. Et donc là, on est un petit peu devant le même cas de figure, sauf que voilà, Éric Zemmour, il est connu depuis longtemps. Voilà, de débattre avec lui aujourd'hui, ça ne va pas ajouter à sa popularité ou à sa gloire. C'est inscrit pratiquement aujourd'hui dans le paysage, donc c'est très difficile de contester qu'un tel ou un tel essaie de le contredire. C'est toujours risqué parce que dans ces exercices-là, il faut être sûr d'avoir le dessus. Donc on verra si Jean-Luc Mélenchon a gardé une part de son talent qu'il a semblé s'éloigner. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, il va s'auto-tester ce soir. David, on reproche aussi à Jean-Luc Mélenchon de, en quelque sorte, légitimer peut-être Zemmour, qui n'est pas encore candidat. Ses idées sont candidates, mais lui, pour l'instant, c'est la grande inconnue. On ne sait pas. C'est le vieux débat. On ne débat pas avec l'extrême droite, comme disait Jacques Chirac avant le deuxième tour en 2002. Simplement, en réalité, les choses ont changé depuis. On débat avec Marine Le Pen, qui est invitée un petit peu partout, dans tous les médias ou presque. Il y a des débats qui sont organisés avec ou contre elle. Donc Éric Zemmour, même s'il est plus à droite, ou plutôt plus à l'extrême droite que Marine Le Pen, puisque sa campagne est quand même d'une radicalité absolue, on peut considérer qu'on peut débattre avec lui. Moi, je me positionnerai pas sur le côté moral. Est-ce que ça va l'alimenter? Jean-Marie Colombani a dit, je suis pas certain que ça le fasse monter. En revanche, ça dit des choses sur effectivement la position, c'est là où Jadot a raison, sur la position de Mélenchon. Mélenchon, il est un peu en difficulté. Alors certes, il est devant à gauche, mais pas de beaucoup. Il est à 10 ou 11% selon les sondages, alors que Jadot et Hidalgo sont respectivement à 6, 7, 8. Mais je rappelle qu'il était à 18. Il a terminé la dernière campagne présidentielle à 18 et il a des difficultés à exister en ce début de campagne, alors qu'Hidalgo est lancé, alors que les Verts, on va en parler tout à l'heure, sont aussi sur leur rampe de lancement et qu'aucune de ses propositions ou de ses interviews ne prend véritablement. Il a une petite traversée du désert et il espère, en se raccrochant au train Zemmour, reprendre un peu de vitesse. Mais Gérard, en fait, même si on se pose sur le terrain de la morale, tout le monde va regarder, non? Oui, moi je ne jetterai pas la pierre. On ne peut pas dire qu'on ne refuse le débat. Il faut débattre, y compris avec Zemmour. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ça va peut-être justement le sortir de ses obsessions identitaires et de voir ce qu'il a. Voilà, mais en tout cas, ce qu'a la voiture sous le capot. Il faut l'affronter, il faut lui opposer des arguments. Là où il y a un petit problème, c'est que
depuis des mois et même des années, jusque-là, la France insoumise, d'une façon générale, justement, refusait toute idée de débat avec... Ce qui n'a pas été la bonne méthode. Et même refusait, par exemple, d'aller sur CNews parce que Zemmour était sur CNews. Donc là, il y a une petite contradiction. La deuxième chose qui, à mon avis, va être vraiment intéressante, où là, il y a un petit risque pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que, bien évidemment, ils sont sur des positions très différentes sur l'immigration, sur l'islamophobie, etc. Mais sur un certain nombre de points, en revanche, par exemple, sur certaines positions anti-européennes, sur le nationalisme, sur un certain nombre de choses comme ça, finalement, on peut se demander, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des convergences qui vont apparaître? Et là, qui ne seraient pas forcément bonnes pour c'est ce que dit Marine Le Pen, puisqu'elle dit ils vont débattre entre copains. Voilà, alors c'est un autre point aussi. On sait qu'effectivement, les deux hommes se connaissent depuis longtemps. S'apprécient, en tout cas se respectent, même plus que ça. On sait qu'ils ont pu se retrouver dans des soirées communes, des choses comme ça. En 2014, il y avait eu un débat déjà, je crois, sur une chaîne ou je ne sais plus laquelle, où Jean-Luc Mélenchon avait contesté le fait, avait dit Zemmour n'est pas raciste. Et il avait pris la défense de Zemmour. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a une petite ambiguïté. Mais autrement, sur le fait qu'il aille débattre avec lui, moi, ça me gêne. Non seulement ça me gêne pas, mais je trouve ça normal. Vous voudrais autre chose? Oui, Jean-Marie, allez-y. Non, ça pose deux problèmes, à mon avis, parce que Zemmour, c'est une création télévisuelle. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment la télévision a fabriqué Zemmour, au fond, comme la télé a fabriqué Donald Trump. On est un petit peu dans mutatis mutandis, dans un parcours un petit peu analogue. Et l'autre chose qui me frappe, c'est que jamais personne ne fait allusion à ce que dit Zemmour. On le considère aujourd'hui comme un homme politique comme un autre, alors un peu plus à droite que Marine Le Pen, certes, mais on ne va plus au cœur de ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est absolument épouvantable. Je veux dire, c'est des paroles de haine, c'est de la xénophobie de base, c'est ce qu'on disait des Le Pen, et aujourd'hui, elle est à 20%. Par exemple, je veux dire, parce que quand on regarde ce qu'il dit, il dit Bugeaud, quand il est arrivé en Algérie, a tué beaucoup de musulmans. Eh bien, être français, c'est être du côté de Bugeaud. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il explique. Ce sont des paroles assez monstrueuses, parce que c'est littéralement une déclaration de guerre à tous celles et ceux qui se réclament de la religion musulmane aujourd'hui en France, et ils sont nombreux, et ils ne sont pas, Dieu merci, extrémistes ou islamistes ou je ne sais quoi. Donc c'est ça, et le fond du discours d'Éric Zemmour, qui fait passer Marine Le Pen pour quelqu'un de très raisonnable. Personne n'en parle. Alors on verra si Jean-Luc Mélenchon le met sur la table ce soir ou s'il continue à prétendre que Zemmour n'est pas raciste. Mais vous faisiez le comparatif avec Donald Trump. C'est vrai qu'il y a des similitudes absolument ahurissantes qui vont jusqu'à la couverture, la jaquette du livre que nous avons mis en parallèle dans le journal du dimanche. Effectivement, ces propos font frémir et ne sont pas sans faire penser à ce qu'avait dit Donald Trump, par exemple, sur les Mexicains, souvenez-vous, qui étaient tous des violeurs. Là, il vient de faire la même chose avec les immigrés d'Afrique noire et du Maghreb. Et puis, il y a quand même un début de campagne qui est aussi sur le mode de la provocation. On va parler tout à l'heure de l'affaire des sous-marins australiens. Je ne sais pas si vous avez vu le message, la vidéo qu'il a diffusée. Non seulement c'était une critique radicale, bon ça c'est de bonne guerre du pouvoir, mais c'était aussi avec des relents complotistes à la manière d'un Donald Trump au début de sa campagne. Ça ressemble vraiment, on a l'impression que sur les mêmes recettes. Il y a une stratégie qui a été totalement calquée. Oui, mais il y a les outrances, vous en avez cité quelques-unes, il y en a eu d'autres avec Pétain, etc., etc. Mais moi ce qui m'intéresserait, et c'est là on va voir si Jean-Luc Mélenchon le fait, c'est de véritablement contester, par exemple quand il parle, quand Éric Zemmour parle de remigration. C'est un concept qui paraît assez incroyable, quoi. Remigration, c'est-à-dire que quelque part on pousserait les Français d'origine étrangère ou les étrangers à retourner dans leur pays. Il faut qu'en face on l'explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire précisément, comment il veut le faire, qui il vise, etc. Vous voyez, il y a comme ça des idées un peu générales qu'il développe qui méritent, c'est le moins qu'on puisse dire, d'être des slogans précisés, d'être qu'est-ce que ça veut comme dire comme Sandrine Rousseau et remigration. On n'est pas dans le même registre, on est dans le registre inverse, mais l'écoféminisme de Sandrine Rousseau, c'est, je ne le mets pas même sur le même plateau, mais en tout cas sur le slogan de campagne,
l'écoféminisme, concrètement, dans la vie des femmes ou dans la vie quotidienne, ça donne quoi? Ouais, Bon, c'est on est un peu... un concept effectivement brumeux, mais là je vous rejoins. Ce qui est ahurissant, c'est qu'il y a 5 ans ou 10 ans, aurait-on imaginé, même pas le grand remplacement, qui est une théorie, là encore, racialiste et essentialiste, mais la politique de remigration, et ça je pense que vous avez raison, il serait bon qu'il s'explique et qu'il nous dise précisément s'il était élu. Si d'aventure il était élu, ce qu'il ferait, parce que vous imaginez bien que c'est une politique qui s'apparente à des déportations. Donc, et on ne sait pas comment, qui, quoi, vers où. Je veux dire, c'est complètement délirant. Et ça, c'est des choses qui, à l'épreuve de la campagne et de l'expertise des propositions, peuvent quand même, je pense, lui coûter cher, ou du moins je l'espère. Vous avez été, vous êtes encore par ellipse ou invité sur CNews, donc vous avez vu, peut-être vous avez dû croiser Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Marie, que dans le fond c'est une création médiatique, bon il était journaliste avant, et que cette création médiatique en a fait aujourd'hui le personnage populaire, on va dire, qu'il est? C'est évident que les médias ont une part, enfin, jouent un rôle important. Je vais pas parler de responsabilité parce que ce serait apporter un jugement moral. Mais enfin, en tout cas, dans le succès actuel d'Éric Zemmour, bien évidemment, les médias jouent un grand rôle. Cela dit, je pense quand même, s'il y a un tel succès, il faut se poser la question. Et Zemmour dit des choses qui peuvent être considérées comme épouvantables, choquantes, etc. Mais il met le doigt sur un certain nombre de questions qui sont réelles et que souvent les politiques, et en particulier la gauche, ne regardent pas vraiment, sont gênés. Voilà. Quand il parle, les problèmes de peuplement en France, de mauvaise répartition des immigrés sur les territoires, c'est un vrai sujet. Et un sujet qui n'a jamais été traité. Ou en tout cas un petit peu, il y a eu la rénovation urbaine, mais ça n'a pas suffi, etc. C'est un vrai sujet. Oui. Les problèmes d'insécurité, souvent, malheureusement, je trouve, ne sont pas encore suffisamment pris en considération par un certain nombre d'hommes politiques, et en tout cas à gauche, qui semblent toujours gênés avec ces questions, alors que c'est des questions qu'on doit débattre sereinement, comme donc les autres ce serait aussi sujets. l'impuissance des uns qui auraient créé aussi la... Son succès vient un peu de ça, c'est que... Alors il parle cash, comme on dit, il parle avec outrance, mais il met le doigt sur des sujets qui rencontrent une vraie inquiétude chez les Français. Moi, je nuancerais beaucoup cette approche parce que je pense qu'on lui fait trop crédit là-dessus. Il est dans la vengeance par rapport à la guerre d'Algérie. C'est un homme qui a un besoin de se venger, et il l'a expliqué dans un journal italien quand il a fait une interview au Corriere, je crois, et où on lui disait « Mais attendez, il y a 4 ou 5 millions de musulmans en France et vous prétendez les chasser, les expulser, comment faites-vous ?» Et il a répondu du tac au tac « Mais nous 1,5 million de rapatriés, on a bien été expulsés d'Algérie. Donc c'est donnant-donnant, il est là-dedans. Donc ça n'a rien à voir avec des problèmes qui seraient ceux de la société française, qui seraient cachés et qu'on n'arriverait pas à traiter. C'est autre chose. Il est dans cette vengeance-là. Ouais. De la même façon, quand il suscite la réaction du père de 3 des victimes de Mera, et qu'il reprochait à ses parents de les avoir enterrés en Israël. Je veux dire, mais où est le problème? Est-ce qu'il soulève un vrai problème? Non, mais c'est ça, le Zemmour, c'est ça fondamentalement. Et c'est ce qui passe aujourd'hui comme une lettre à la poste. Et c'est en cela que la société ne va pas bien, parce que normalement, une société comme la nôtre devrait se dresser contre ce genre de propos pour dire non, pas chez nous. Ça ne nous ressemble pas. Et le père en question est obligé de rappeler que sa tante, elle aurait bien aimé être enterrée en France si elle n'avait pas été déportée et tuée dans un camp de concentration en Pologne, et ainsi de suite. Donc franchement, oui, évidemment pas protégée par Pétain, dont on sait qu'il a annoté lui-même le statut des Juifs pour le renforcer, pour le durcir. Donc tout ça ne va pas, ça ne renvoie pas à des vrais problèmes. Je pense que cette approche-là, elle était peut-être valable pour le Front National, parce qu'il prétend apporter des solutions, mais il ne dit pas « je vais renvoyer de l'autre côté de la Méditerranée 5 ou 6 millions de personnes ». Voilà. Oui, mais il reste qu'en quelques jours, en quelques semaines, il est passé de quelques pourcents à 11%. C'est donc que malheureusement, son discours rencontre un écho chez des Français, et c'est pas forcément par rapport à la guerre d'Algérie. Je pense que c'est aussi qu'il y a une vraie question de l'immigration, du peuplement, des ghettos qui se sont constitués. Ah, mais je parle surtout pas de justification. On y apporte des réponses. On ne va pas passer la nuit sur Zemmour.
si je peux m'exprimer ainsi. On était en train de Mais donner allez- quelques arguments à Jean-Luc Oui. Mélenchon. Là. Sur la demande, effectivement, que vous évoquiez, si on met, vous citiez ce sondage Harris Interactive qui le met à 11%, Le Pen, dans ce sondage, plus Zemmour, c'est 29%, c'est-à-dire l'extrême droite assez radicale, enfin plus ou moins radicale, selon des robes ou des vertus dont elle se parle. Vous pouvez rajouter les 2%, 2 ou 3% Absolument, donc du plus de Pont-Aignan. 30%. En comparaison, la gauche, toute mesure confondue, fait 24% dans le même sondage de Mélenchon à Hidalgo, en passant par Jadot. Ça dit aussi beaucoup de choses, mais bien et ce qui sûr. explique cette absence de résistance que vous évoquez. On va parler d'Emmanuel Macron, sur tous les terrains, la sécurité à Marseille, les policiers à Roubaix, avec les élèves de l'école de police et de gendarmerie, les harkis. Il promet aux uns et aux autres, en déliant les cordons de la bourse, des annonces et un budget 2022 qui ressemble à un quoi qu'il en coûte. Alors, est-ce un budget de campagne électorale? En tout cas, ça le lui est reproché. Écoutez la réaction ce matin de Bruno Le Maire. J'entends par ailleurs, avec, je dois dire, un florilège d'expressions tout aussi variées les unes que les autres, que nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépensé sans compter, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge. Nous sommes, je le redis, des gestionnaires sérieux, des gestionnaires responsables, attachés à la maîtrise des finances publiques. Voilà, David, les cordons de la bourse déliés ou pas vu, Oui, pas pris? Très clairement, on a vu le président engagé dans un petit tour de France qui ne va pas s'arrêter d'ici à avril prochain. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a quelques chèques assez faramineux qui sont signés. On l'a vu, Marseille étant un exemple quand même assez croquignolet, pour reprendre cette expression un peu désuète du président. Le quoi qu'il en coûte, je pense, était une bonne solution. On a vu que ça a permis quand même de faire tenir l'économie française, d'éviter un chômage de masse, des faillites, etc. Le problème, c'est qu'il a un petit peu imprimé psychologiquement ce gouvernement, qui, je vous le rappelle, il y a 2 ans, nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent magique et qu'il était absolument nécessaire de réduire les déficits, la dette. Si vous voulez, entre le Maire de 2019 et le Maire de 2021 et 2022, on a l'impression qu'il y a eu il s'est converti, c'est un peu le Che Guevara, j'exagère un petit peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette débauche de moyens a effectivement influencé le président et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein, semble-t-il, et que la question des déficits et de la dette, ce qui est curieux, n'est pas du tout évoqué, non seulement par le gouvernement, par la majorité, du moins dans la perspective du débat présidentiel, mais d'ailleurs assez peu par quelques candidats que ce soit. Vous imaginez bien que c'est un casse-tête et que un candidat ou une candidate qui rentrerait en campagne sur cette thématique en disant il faut resserrer les déficits, les dettes par... Il y a des pays qui le font, qui augmentent les impôts. Oui, donc, mais ça, vous avez remarqué que personne ici, à commencer par la majorité et le gouvernement, ne s'en vante. Donc ça veut bien dire que si personne ne va augmenter les impôts, il va falloir tailler quelque part. Et là encore, je me demande bien où il va falloir tailler, parce que aucun candidat n'explique, à ce stade, on est un peu tôt dans la campagne, mais aucun candidat n'explique où on va taper. Gérard. Là, c'est la plus vieille histoire de la République des élections. Hein. C'est-à-dire qu'on grand classique. Tous les présidents sortants qui s'y représentent ont fait ça. On se souvient de Hollande avec un budget qui avait été qualifié d'insincère, donc c'était encore plus grave. Et les autres, les précédents, l'ont fait aussi. Simplement, ça pose quand même un petit problème parce que la réplique de l'opposition qui parle il est en train de cramer la caisse, se dit Valérie Pécresse, le président du chéquier, dit Bertrand, etc. Ça abîme un peu l'image d'un Emmanuel Macron qui a quand même l'image quelque part d'un bon gestionnaire, d'un économiste, etc. Donc c'est un petit peu pour lui, c'est un peu problématique, d'où la défense de Bruno Le Maire qui dit on est sincère, on est transparent, etc. Il y a un petit problème. Bon, cela dit, en sens inverse, c'est vrai qu'il y a pour l'instant une croissance qui est plus forte qu'attendue, avec des rentrées fiscales qui, semble-t-il, il y a 20 milliards de plus sur l'année 2021 que ce qui était prévu. Donc là, les dépenses qui ont été annoncées, ça représente 12 milliards. Peut-être que ça pourra être digérable, si je puis dire. Il n'empêche que, quel que soit le président de la République, je pense que à partir de l'été prochain, il va falloir de nouveau serrer, tout simplement parce que la France est dans une situation en termes de déficit et de dette qui est quand même nettement plus critique que les autres pays européens. Est-ce que Jean-Marie, c'est un quoi qu'il en coûte pourvu qu'il soit élu?
Oui, je pense qu'on est dans ce scénario très classique, comme l'expliquait Gérard là à l'instant. C'est vraiment l'habitude et ça ne manque jamais à un rendez-vous de campagne électorale, ce genre de processus, c'est sûr. Moi, je ferai quand même une ou deux petites remarques. D'abord, ce qui est à l'actif de ce gouvernement et de ce président, c'est la façon dont a été gérée la crise sanitaire, la façon dont a été gérée d'un point de vue économique et social. Parce que rappelez-vous ce qu'on disait au démarrage de la crise sanitaire, on disait l'économie va être sans dessus-dessous, le taux de chômage va exploser, les faillites d'entreprises vont exploser, etc. Rien de tout cela ne s'est produit. Les gens ont été protégés. Ils ont été protégés par le quoi qu'il en coûte. Donc ça, il n'y a rien à dire parce que franchement, on ne voit pas qui aurait pu faire mieux dans ce domaine. Et j'ajoute que tout cela n'a été possible que grâce à la Banque centrale européenne. Si vous enlevez la Banque centrale européenne, si vous enlevez l'euro, rien de tout cela n'est possible. On est dans la culbute et dans la misère 6 mois plus tard. Donc il faut aussi garder cela en tête parce que ça va être un argument d'un certain nombre de candidats pour nous dire il faut sortir de l'euro, je ne sais quoi, etc., à la droite de l'extrême droite. Donc rien de tout cela n'aurait été possible sans la Banque centrale européenne. Et par ailleurs, sur les promesses qui voilà, sont à qui foison. n'engagent que ceux qui les non, croient, non, pas seulement. En l'occurrence, Je prends l'exemple des harkis. Si c'est pour corriger une injustice flagrante, vive les campagnes électorales. Parce qu'enfin, on a une solution à un problème qui n'a jamais été résolu depuis le général de Gaulle. Donc, vive les campagnes électorales si c'est pour corriger des injustices. Vous vouliez rajouter? Oui, effectivement, c'est une tradition. Simplement, de la part d'Emmanuel Macron, vous avez remarqué qu'il y a quand même une vraie révolution, sans mauvais jeu de mots. C'était quelqu'un qui était dont un des arguments était aussi la maîtrise des dépenses, la rationalisation de l'efficacité de l'État, etc. Aujourd'hui, tout ceci a totalement disparu de son... on va voir son programme, si d'aventure il est candidat, évidemment il le sera, mais tout ceci a disparu, semble-t-il, de sa théorie et de sa philosophie politique. Oui, de toute façon, le Macron de 2022... en tout cas en campagne, sera-t-il le Macron de 2017 en quelque sorte, c'est-à-dire encore le réformateur qu'il n'a pas pu être en ayant été élu parce que les gilets jaunes, parce que le Covid? Je pense qu'il est obligé quand même de revenir. Il n'y aura pas on rase gratis. Alors, effectivement, il ne peut pas tomber dans le on rase gratis. Et puis, deuxièmement, l'expérience du pouvoir, si je puis dire, va faire que maintenant, il y a à côté de ce discours et de cette volonté de moderniser la France, etc., il y a aussi celle de protéger les Français. Je crois qu'il va jouer et bien évidemment sur le rassemblement, la réunion, ça c'est ce qu'avait fait Mitterrand avant lui, ce que font tous les présidents sortants pour le deuxième mandat. Donc il y aura un peu de tout ça. Donc pour répondre à votre question, ce sera plus tout à fait le Macron de 2017. Il va ajouter, à mon avis, ces deux choses. Certes, il va dire qu'il va continuer à réformer, mais avec cette idée qu'il faut protéger les Français et puis qu'il faut rassembler, réunir tout le monde. Pas sur le réformateur. Vous parliez tout à l'heure de l'image du président. A-t-il abîmé son image ou l'image de la France avec l'humiliation américaine et australienne sur l'affaire des sous-marins? Beaucoup lui sont tombés dessus. L'opposition, et notamment Xavier Bertrand, qui, lui, a toujours une raison de l'écorcher. On écoute. Je pense tout d'abord qu'il faut que le président de la République s'exprime, s'explique. Il est aux abris, le président de la République. Depuis que l'annonce a été faite, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. C'est la moindre des choses. Il sait s'occuper de beaucoup de choses qui ne sont pas du niveau d'un président de la République, mais là, quand il s'agit de l'intérêt de la France, des intérêts stratégiques de la France, il ne s'est pas exprimé. Jean-Marie, on a le sentiment quand même que Xavier Bertrand rame pour avoir des arguments pour le critiquer. C'est vraiment à la marge de dire il ne s'est pas exprimé. Il est à la manœuvre, Emmanuel Macron. Alors il a discuté hier avec je pense surtout que celui qui a au fond remis les pendules à l'heure, si j'ose dire à droite, puisque c'est essentiellement à droite qu'on a attaqué Emmanuel Macron sur ce sujet, c'est Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy dit Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme, il fallait de la fermeté dans ce dossier, évidemment.
Ça tombe sous le Il a volé à sens. son secours. Après, on verra à la fin du film si la France y a gagné quelque chose, puisque la partie qui s'est engagée est une partie où, manifestement, la France va essayer d'obtenir un certain nombre de concessions, notamment sur l'idée d'une défense européenne, donc d'une industrie européenne de la défense qui a toujours été combattue par les États-Unis. C'est là qu'on va voir si on s'est bien servi comme levier de cette affaire en faisant monter la sauce, honnêtement, parce que franchement, la France a beaucoup... en a beaucoup rajouté, mais voilà, parce que c'est aussi une affaire commerciale de base. Récemment, Airbus avait gagné le marché de l'approvisionnement en carburant de la flotte aérienne de la chasse américaine. C'est un contrat qui a été cassé très vite par le ministère de la Défense américain pour redonner la place à Boeing. Oui. Donc Airbus repart à l'assaut. Je veux dire, c'est une guerre commerciale permanente. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais la façon dont ça a été traité politiquement, je pense que Emmanuel Macron, on va le voir s'il arrive à quelque chose ou pas. Mais en tout cas, ça excite les déclinistes qui continuent de dire mais la France est en train de décliner sur son industrie, elle ne compte plus dans le monde, alors que c'est quand même une des parties importantes du monde où justement la présence de la France est importante parce que d'abord par ses infrastructures militaires et par l'Australie, et la France était réclamée aussi il n'y a pas si longtemps par les Australiens. Ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, au-delà du contrat commercial, ça montre que cette alliance entre ceux qui comptent dans le Pacifique, l'Australie bien sûr, par sa situation, mais également le Royaume-Uni et bien sûr les États-Unis, ça montre que la France ne fait pas partie de ce club des grandes puissances, du moins dans cette zone-là, de la même manière que la France et l'Europe, on le voit, ne jouent qu'un rôle marginal, par exemple, dans tout ce qui se passe au Proche-Orient, et notamment dans le conflit israélo-palestinien ou la crise iranienne. Juste 2 mots sur ce qui se passe en termes de politique. Bien sûr, il y a une exploitation immédiate dans la campagne. Vous avez raison de tous ceux qui... alors, vous avez vu qu'on parlait tout à l'heure d'Éric Zemmour. Il s'est jeté sur l'occasion dans un style, je le disais, en plus... un peu petit présidentiel. Ouais, surtout il manquait les drapeaux, quoi. Très trumpiste et un petit peu complotiste, même, puisqu'il nous a essayé de nous raconter une histoire où les services de renseignement étaient au courant, mais n'auraient pas prévenu. Enfin bon, un truc un petit peu croquignolet. Donc oui, la droite a tapé, je dirais que c'est presque de bonne guerre en campagne. Je ne crois pas que ça lui coûte beaucoup. Ce qui est plus gênant, c'est qu'effectivement, c'était pas la Macronie, c'était le quinquennat de François Hollande, mais vous aviez quand même à la manœuvre Jean-Yves Le Drian, qui avait été un excellent vendeur d'exportation de matériel militaire. Souvenez-vous, c'est la première fois qu'on vendait des Rafales en Égypte, à l'Inde, aux Émirats et quelques autres, je crois. On avait de mémoire 15 milliards d'exportations de matériel de défense. Effectivement, ça vient un petit peu ternir ce bilan, alors que Jean-Yves Le Drian est toujours aux manettes, du moins au Quai d'Orsay. On est beaucoup sur la géopolitique, sur dans le fond, les leçons qu'on peut en tirer de cette France qui compterait plus ou qui n'a jamais vraiment compté parce que présence moyenne. Ou est-ce qu'on s'est fait un film où dans le fond c'est uniquement parce que quand on vient piétiner les plates-bandes des Américains en matière de business, on les trouve... Oui, mais c'est tout le problème. C'est que c'est Trump comme Biden, comme Trump, c'est America oui, donc Et donc, je pense malheureusement que face à des blocs aussi importants, des puissances aussi colossales que la Chine et les États-Unis, la France toute seule, de plus en plus, n'a pas les moyens de réagir. Mais en matière géopolitique ou en matière économique ? Parce que un peu les deux en général, mais en particulier en matière géostratégique. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, la solution, ça vient d'être dit il y a quelques instants, c'est l'Europe. C'est évident qu'il faut une Europe de la défense. C'est évident qu'il faut une Europe de la diplomatie. La France seule ne pourra pas. Or, les Américains, en l'espace 2 fois en l'espace d'une semaine, avec l'Afghanistan où ils partent sans nous demander notre avis et ils nous mettent dans une situation difficile, avec ce contrat commercial qui casse comme ça du jour au lendemain sans même nous prévenir, prouve que voilà, ils ne considèrent pas, enfin ils nous considèrent comme des partenaires gentils mais qui n'ont pas leur mot à dire et les intérêts de l'Amérique passent d'abord. Et face à l'Amérique, face à la Chine, je vois pas d'autre solution que de construire une Europe de la défense et une Europe de Est-ce que justement, ce que dit Gérard, est-ce que dans la tête des Américains quand même, on est des alliés, mais est-ce qu'on ne reste pas des alignés ? Quand on est allié, on est aligné. Et la version française, c'est quand on est allié, aujourd'hui, on est partenaire. On n'est pas aligné. C'est l'éternelle question. C'était déjà la question posée par le couple Joschka-Fischer.
quand il était ministre des Affaires étrangères en Allemagne, et Hubert Védrine, quand il était ministre des Affaires étrangères en France, et qui disait, voilà, on veut être des partenaires, on n'a pas vocation à être alignés. Et les Américains confondent le mot allié avec le mot aligné, ça c'est clair, et c'est permanent. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait aussi une bonne part d'attente et d'espoir que Joe Biden ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il renouerait avec un vrai partenariat, alors que Trump avait envoyé balader tout cela. Les Allemands avaient parlé de trahison des intérêts de l'Europe et ainsi de suite. Donc la grande déception, elle est là, c'est que dans la façon de faire, la façon de faire ne change pas et on est mis devant le fait accompli. C'est pour ça que je pense que des discussions qui vont naître aujourd'hui ou à Rome prochainement entre Emmanuel Macron et Joe Biden, on va voir s'il en sort quelque chose qui, au fond, permet justement de nouer un partenariat et de ne plus être considéré. En revanche, la Grande-Bretagne, c'est un choix où elle s'est définitivement satellisée vis-à-vis des États-Unis, ça c'est clair. Ouais. L'Australie aussi d'ailleurs, alors qu'elle ne le souhaitait pas. L'Australie, le prédécesseur de l'actuel Premier ministre, n'était pas sur cette ligne. Boris Johnson, lui, est dans l'alignement complet alors par rapport aux États-Unis. Juste une petite question, et après on passe à la chronique sur les réseaux, mais très court. En fait, quand je me souviens, Joe Biden a été élu, il suffisait quand même de lire, la presse française en tout cas n'était pas naïve, et moi je me souviens des papiers, je crois qu'il y en avait même dans le JDD de François Clémenceau, votre spécialiste, et d'autres d'ailleurs, qui disaient mais il n'y a pas, il n'y a pas à attendre grand-chose. Donc c'est nous aujourd'hui qui avons une over-expectation, comme disent les Américains, de Biden, parce que je me souviens au moment où il a été élu, tout le monde était clairement, il n'y a rien à attendre de lui, ce sera America First, on le savait. Et là, on s'étonne aujourd'hui, on fait des cris d'orfraie. Mais je crois que Macron n'avait pas dû. Souvenez-vous, il avait dit il y a 2 ans déjà, bien avant l'élection de Biden, que l'OTAN était déjà en état de mort clinique. Je crois que c'était mort cérébrale. C'était une interview à la presse anglo-saxonne. Bon, là, on voit qu'il a toujours aussi plaidé pour cette Europe de la défense qui jusqu'ici est restée un serpent de mer malgré des invocations et des injonctions. Là, en janvier, il prend la tête de la présidence française de l'Union européenne. Il a en tout cas une carte à jouer du point de vue de la campagne présidentielle, mais aussi du point de vue de cette nouvelle donne géopolitique. Est-ce qu'il a une possibilité d'impulser enfin cette Europe de la défense qu'on n'a jamais vu venir? On l'a vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé au Mali et l'armée française. Merci, on passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Véronique. Bonjour Roselyne. Alors, oui, mon micro, voilà. Éric Zemmour donc fait la une de Paris Match, Oui. mais comme disent certains internautes, ce n'est pas en voulant sauver un migrant ou une migrante en l'occurrence, Voilà. mais quelqu'un qu'il connaît très bien. Je vous laisse développer, ma chère Véronique. Eh bien, écoutez, oui, donc on a beaucoup parlé de cette affaire, vous vous rappelez, donc on a cette magnifique une derrière. Pour vous donner quand même une idée de l'intérêt que ça a suscité dans l'opinion, en quelques heures, il y a eu plus de 95 000 messages. On en a parlé la semaine dernière, il y a un taux qui est important à surveiller en ce moment, qui est le taux de curiosité. Le deuxième taux, c'est le taux d'intérêt. Et M. Zemmour fait partie des candidats, ou en tout cas, on ne sait pas trop comment l'appeler pour le moment. Non encore officiel. Non encore officiel, qui suscite de loin le taux d'intérêt le plus fort, et on en a encore la preuve. Et pour vous donner une idée aussi de à quel point il suscite beaucoup d'adhésion et de discussion, le tweet qui est derrière, qui est la réaction que M. Zemmour a eue à cette publication, a enregistré 25 000 interactions en quelques instants, ce qui est extrêmement important. De nombreux politiques aimeraient avoir ce genre d'interaction. Et pour vous donner encore une idée de la volumétrie sur M. Zemmour, quand on regarde le taux d'intérêt, donc, dont on parlait, donc est-ce qu'on parle de vous? C'est pas si vous parlez, c'est est-ce qu'on parle de vous? Eh bien, M. Zemmour a une fois de plus écrasé le match, et si on les met dans l'ordre, c'est M. Zemmour à 430 000 messages, M. Mélenchon 165 000, M. Philippot 112 000, parce qu'on en parle moins sur les plateaux, mais par contre sur les réseaux, on en parle beaucoup pour les raisons que vous imaginez. Mme Rousseau et M. Le Pen sont loin derrière. Donc une fois de plus... Monsieur ou Madame Le Pen?
Marine Le Pen. Oui. Marine Le Pen. Qui est M. Le Pen, voilà. Le Pen. Et donc, une fois de plus, il a plié le match. Alors après, on pourrait se dire, ok, d'accord, très bien, on parle de lui, on en avait parlé la semaine dernière. C'est pas toujours en bien, loin de là, mais c'est le premier pas, en tout cas indispensable pour pouvoir arriver à la logique d'adhésion puis de vote. Mais est-ce qu'on parle de lui en bien ? Pour résumer l'ensemble des messages, on va regarder les émojis qui parlent un peu d'eux-mêmes, mais en même temps, pour une fois, ils sont un peu plus compliqués à comprendre parce qu'ils sont en fait négatifs, mais ils ne sont pas négatifs envers M. Zemmour, mais ils sont négatifs envers Paris Match. En fait, il y a eu plutôt un soutien, c'est plutôt positif pour lui. Vous avez 3 catégories, donc par exemple les lunettes de soleil et le vomi, c'est il faut protéger la vie privée des hommes politiques, quels qu'ils soient. Vous avez d'ailleurs un petit clin d'œil à M. Hollande que vous apprécierez avec le petit scooter sur ce sujet-là. Oui. Vous avez le fait aussi que pour les uns et les autres, c'est un complot. Ça rejoint le message de M. Zemmour, mais en gros de dire quand même, c'est bizarre, pourquoi ? Et donc le complot, eh bien, c'est le monsieur dubitatif souvent qui l'illustre, et le point rouge qui dit c'est important, c'est pas possible, on peut pas laisser faire. Et puis l'autre point positif de tous ces messages pour M. Zemmour, c'est que ça a mobilisé ses soutiens. En tout cas, ça a fait gagner certains en disant mais en fait tout ça, c'est lamentable, ça n'est pas bien. Par contre, il y a un point négatif pour lui, vraiment important, qui apparaît moins dans ces émojis, enfin qui est dispersé. C'est en fait le mensonge et le fait qu'il n'est du coup pas perçu comme authentique. Ça peut vous sembler étrange, mais M. Zemmour est quelqu'un qui paraît comme authentique auprès de beaucoup d'internautes. Pourquoi ? Parce qu'il parle d'un sujet et ce qu'il dit... C'est ce que disait Gérard tout à l'heure, il est cash. Donc cette notion d'authenticité, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Et la une de Paris Match n'a pas aidé beaucoup sur ce sujet-là. En tout cas, on sent que ça commence à bruisser. Puis après, moi, vous doutez bien, on est sur les réseaux sociaux, donc il y a eu de la blagounette. Je vous en ai retenu une. Mais il y en a eu des détournements de la... J'espère que c'est la meilleure. Voilà. Moi, personnellement, elle m'a beaucoup fait rire, mais voilà. Donc, c'est quoi ? C'est Anne Hidalgo avec son compagnon conseiller qui est le rat. Et oui, Ratatouille est parmi nous. Voilà. Bon, il y en a eu plein. Je crois que celle-là, elle était plutôt amusante. Mais il y en a eu beaucoup. Mais globalement, on va dire que l'opération, pour le moment, mais le temps va s'installer, est plutôt positif. Si ce n'est que ça a mis un petit caillou dans la chaussure de l'authenticité et nous suivrons ce que cela va donner. Alors, on devait parler des Verts, mon cher David. J'avais l'impression que vous vouliez en parler. C'est ma passion pour l'écologie et pour Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau. Donc, elle aussi, elle hystérise un peu le débat, j'ai l'impression. Et oui, alors je vous ai fait une courbe pour vous rendre compte de ce que ça veut dire être vraiment visible sur les réseaux sociaux par rapport à votre compétiteur. J'ai gardé M. Jadot et Mme Rousseau. On a regardé sur un mois. Comment vous dire, en vert, c'est Mme Rousseau. Elle écrase en volume M. Jadot. On parle d'elle, on parle beaucoup d'elle. Alors on parle d'elle pourquoi ? Bien sûr, pas toujours en positif, mais on parle d'elle, on s'intéresse à elle. Ouais. On vous a fait un petit récapitulatif des moments clés. Alors on va dire le premier dans la courbe, c'est la courbe suivante. Vous avez, en premier, c'est les Afghans. Ça a fait un pic, on en a beaucoup parlé. Vous vous rappelez, elle a dit, il vaut mieux avoir, s'il y a des terroristes parmi les réfugiés afghans, il vaut mieux les avoir chez soi. Comme ça, on pourra les surveiller. Ça a bien plu. Après, on a 2 pics avec Darmanin. Vous allez dire, comment ça, elle parle tant que ça de Darmanin ? Bien oui, le premier pic, c'est mon humiliation. Un des limites, cette humiliation a été quand Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main le mouvement des milliers de femmes contre les violences sexistes en nommant à la tête de la police un ministre accusé de viol. Autant vous dire que, hop, petit pic. Et sur Jean-Pierre Belmondo, elle avait dit Jean-Pierre non. C'est ce pic-là, mais je voulais... Il est là. Jean-Paul est là, pour vous donner Jean-Paul une idée. est là. Ah ouais. Ça a moins fait réagir que le deuxième pic Darmanin, qui était... en fait, M. Darmanin avait expliqué qu'il y avait une petite polémique autour de sa nomination à l'IRA de Lille. Les uns et les autres ont dit « Ah, mais il dit ça parce qu'elle avait dit... » Enfin, très intéressant, mais ça a fait parler, moins que Jean-Pierre Belmondo. Pourquoi ? Parce que Jean-Pierre Belmondo, ça amusait, mais c'était pas politique. En fait, c'est quand même un personnage très politique. Et donc, on va dire que les discussions qu'il y a autour d'elle sont toujours politiques. Troisième point, c'est le cyberharcèlement. Elle a commencé à avoir des discussions en disant qu'elle était cyberharcelée, que c'était très difficile, qu'on l'agressait. Ça a été beaucoup repris. Et puis, parler en ce moment politique sans Zemmour, c'est difficile. Le quatrième point, c'est une espèce de combo avec Zemmour en disant comment peut-on me comparer dans la radicalité avec M. Zemmour. Puis bien sûr, après, vous avez
le premier tour des élections Des primaires. qui a fait un pic, beaucoup moins que pour M. Jadot évidemment, mais qui a fait un pic. Voilà. Je sens bien qu'il faut que je me taise. Donc Mais non, c'est que je fais engueuler dans l'oreillette parce qu'il faut rendre. Voilà, oui, on dit. Oui. Très bien, oui. Alors merci beaucoup à tous et merci à Agnès Lecossec d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite.